Minou, quelle qu'en soit la raison, peut-être tout autant pour prendre le train, sortir de chez toi, sentir l'atmosphère de Paris et rencontrer le groupe. Tu as bien sûr également écrit quelques lignes, autant pour toi que pour moi, je suppose. Essaie de recommencer. Diane sera peut-être là lundi matin, je te tiendrai au courant. Quant à moi, courrier oral ce matin à Pete et à Irène Sophia, j'ai eu maman au téléphone et puis tu l'as vu, j'ai discuté au Bon Pêcheur avec Louise, avec Caroline, note, Caroline Seal, est une amie d'écriture de Nine depuis 2007. Et plus tard, tu n'étais plus là, mais j'ai bavardé avec Diane et avec Bori. Note, Bori Tran est une amie d'écriture de Nine depuis 2007. Ensuite, j'ai envoyé des livres sur le site de Book Edit. Note, Book Edit, site d'auto-édition utilisé par Nine et plusieurs de ses amis. Reprise. J'ai envoyé des livres sur le site de Book Edit. J'ai passé un temps infini à supprimer le chapitre intitulé Le journal de Nine de mon livre Février 2012, vacances à Chamonix. Nino n'a pas aimé. Alors j'ai créé une version allégée du livre sans la partie journal intime et j'interrogerai d'autres lecteurs. J'ai dû recommencer un nombre incalculable de fois. De temps à autre, Book Edit devenait inaccessible. Modifier mon livre m'a obligé à revoir les sommaires, dont la procédure automatique ne fonctionnait plus. C'était très long, je n'ai pas écrit, je me suis battue pendant des heures avec la technique. Puis, je me suis occupée du livre de la femme de Bernard. Il écrit des poèmes et vient de temps en temps à mes ateliers d'écriture. Il voudrait publier un magnifique récit autobiographique écrit par son épouse qui est maintenant décédée. Mais Bernard est un handicapé de l'ordinateur, alors je me charge des modalités techniques. J'ai adressé le livre à Book Edit et Bernard m'agace. Il disparaît sans prévenir de la circulation. Il ne me règle pas textes en couleur, il n'est pas suffisamment proche pour que je le lui offre. Je lui demande la dernière version du livre de sa femme. Il ne répond pas, il me fatigue. Je publie le livre de sa femme par acquis de conscience. C'est un livre dense et profond. J'essaie de le sauver. Mais ensuite ce sera terminé. Il poursuivra son chemin comme il voudra, mais sans moi. Et pourtant je me connais. J'affirme ma résolution, croix de bois, croix de fer, je ne l'aiderai plus. Mais je le crains. Qu'il lui suffise de réapparaître pour que, de nouveau, je me laisse aller à lui proposer mes services. Tout cela parce que monsieur écrit de la poésie et qu'il est seul et qu'il n'est lu par personne et que cette situation m'attriste. J'ai aussi créé un autre livre aujourd'hui sur Book Edit, intitulé Des nouvelles de Nine. Ce sont les extraits que j'ai lus cette année lors des soirées où je suis allée. Ce livre n'intéressera personne, il existera pourtant. J'ai lu ces extraits devant un public, plus ou moins intéressé. Certains auditeurs n'écoutaient qu'à peine ou pas du tout. Parmi eux, ceux qui n'apprécient pas mes textes ou ceux qui viennent pour leurs seuls écrits, sans curiosité pour ceux des autres. Mais ces lectures étaient importantes à mes yeux. J'avais choisi les extraits avec soin, en fonction des conditions ou du thème, s'il y en avait un du moment. Mes textes avaient existé, le temps de la lecture, et j'aimerais qu'il reste une trace de ces moments et de ces textes que j'ai privilégiés pour un soir, qui ne seront vraisemblablement plus jamais lus sous cette forme devant un public plus ou moins intéressé. Ils ne seront très probablement pas davantage lus par d'éventuels futurs lecteurs classiques, silencieux, je veux dire. Alors j'en fais un livre, souvenir, une trace de ces soirées. Samedi 25 février, 8h40. Me revoilà, Gabriel. J'ai dû interrompre ma lettre, car Roland et moi commencions notre soirée. Alors dis-moi, quelles sont donc ces 12 personnes que tu invites à dîner ce soir? Je reprends mon récit des anecdotes qui traversent mon esprit sur la journée d'hier, que j'ai plaisir à te rapporter. Je ne sais pas si tu as remarqué le serveur quand tu étais au Bon Pêcheur, un jeune, barbu, souriant, et qui n'était apparemment que peu soucieux du chiffre d'affaires de la journée. Je suis restée de 11h à 18h30 avec un unique café sur ma table. Te rends-tu compte?
Je lui ai plusieurs fois demandé si je devais renouveler ma consommation. Non, non, ce n'est pas la peine, me répondait-il. C'était étonnant. Je lui ai laissé un bon pourboire. Je l'entendais discuter avec des clients installés près de la fenêtre du côté du Forum des Halles. Il racontait sa vie. Il venait de faire le tour de la Bretagne à bicyclette et il évoquait d'autres projets originaux, un peu comme ceux réalisés par Pierre Brel toute sa vie durant. J'ai lu la biographie qu'il a écrite sur son célèbre frère. J'étais curieuse d'avoir un aperçu d'un Jacques Brel intime et non pas un portrait réalisé en raison de son grand talent. J'avais envie de l'approcher comme j'aurais lu un récit qu'un frère quelconque et anonyme aurait écrit par affection sur un frère aimé, lui aussi parfaitement anonyme. Cette dernière condition n'était évidemment pas remplie, puisque le livre existait justement en raison de la notoriété de Jacques Brel. Mais il pouvait malgré tout satisfaire une partie de ma curiosité. J'ai apprécié le livre, j'ai effectivement entreaperçu Jacques Brel en tant que frère, en tant que fils, époux, père, oncle et ami, pour ne citer que quelques-uns des multiples rôles qu'un homme est susceptible de remplir. Le livre m'a également fait connaître la vie de Pierre Brel, un homme attiré par les voyages aventureux. J'ai pensé à lui en écoutant les propos de notre serveur du Bon Pêcheur, à la différence près que Pierre Brel avait réussi à maintenir l'équilibre matériel de sa vie grâce à l'usine de cartonnerie qu'il tenait de son père. Il y travaillait, mais sa passion était d'être sur les routes. Le jeune homme du Bon Pêcheur s'imagine lui aussi continuer à voyager et à découvrir le monde. Il paraissait heureux et équilibré, content d'être momentanément soutenu par deux gentils inconnus, cet encouragement momentané étant, soit dit en passant, extrêmement facile à prodiguer en l'absence de tout lien avec le jeune aventurier en herbe. Il évoquait ses discussions avec sa petite amie. Elle se demandait si elle resterait avec un homme toujours en partance vers de nouvelles contrées. J'ai adoré ses rêves et son enthousiasme, mais aussi sa façon de travailler. Il servait les clients avec cœur et avec le sourire, mais il était également ailleurs, Ici réside le secret. à mon avis, de la vie matérielle ou de la subsistance économique, afin de n'être point trop malheureux. On travaille comme on doit le faire afin de gagner sa vie selon la formule consacrée, mais on est aussi ailleurs. Pour ma part, je ne travaille pas, j'ai cette chance, je vis avec ma famille, mais mon secret aussi est d'être ailleurs, d'être décalé, de nourrir un rêve de création de livres, même si ces livres racontent cette même vie. Peu importe. La distance, le jeu, au sens d'espace physique du terme, l'éloignement sont présents dans ma vie. Louise me parlait hier. Elle n'a que peu de revenus, elle bénéficie d'aides de l'État, elle vit dans un foyer de personnes âgées pour un loyer quasiment inexistant, elle y est nourrie pour une somme symbolique, elle me souriait, elle semble heureuse. Tu sais, me disait-elle, en France, il faut être pauvre. Plus on est pauvre, mieux on est traité. Je vais partir en vacances pendant 15 jours, gratuitement. Je vis avec 700 € par mois, et que veux-tu? Je me sens coupable de profiter de la société. Elle s'apprête à déclarer un modeste complément de retraite qui lui sera réglé par la Suisse. Je serai moins pauvre, m'a-t-elle dit, et je paierai davantage pour mon loyer et mes repas. Mais je vais déclarer la somme. C'est mon côté Don Quichotte. Ou bien, peut-être, a-t-elle ajouté à la marge, j'éprouve aussi la peur du gendarme. Louise est profonde et tournée vers les autres. Je ne voyais pas passer le temps. J'étais plongée dans la technique, je n'appréciais pas, mais une fois par an, je n'ai pas le choix. Le pinsomme est inévitable. Je voulais aussi envoyer les livres de mes amis à Pete. Il les lira, puis il me les retournera. Je lui adresse les timbres pour l'affranchissement. Il n'a pas 1 € en poche. Je trouve important qu'il connaisse ses livres. Nous sommes proches en ce moment, puisqu'il écrit et que je lis ses textes. J'aimerais qu'il connaisse mes amis. Il est d'accord.
Pete est attachant, même s'il ne parvient pas à abandonner ses rêves de fortune qu'il croit pouvoir gagner grâce à un succès littéraire. Tant pis, personne n'est parfait, comme dirait M. Wilder. Qu'en dis-tu, Gabriel? Il aide, comme il le peut, Marie, la plus jeune de ses filles. Elle est en cinquième et est maltraitée par sa mère. Elle vit en internat, une ville assez proche de Vézenac-sur-Lavonne, le minuscule village où habite son père. Elle le rejoint le week-end et pendant les vacances. Ils vivent dans une cabane, un ancien abri de berger à peine aménagé. Il l'a sortie des griffes de sa mère, ainsi que de la fratrie, qui la maltraite psychologiquement. Physiquement peut-être aussi, Pete l'ignore, ce n'est pas impossible. Que de comportements inconcevables, ne crois-tu pas? Hier matin, donc, en quittant la maison, je passais d'abord à la poste, à 2 pas de chez nous. Elle avait été vandalisée par des manifestants qui soutenaient Théo. Note: jeudi 23 février 2017, des manifestations ont eu lieu contre les violences policières suite à l'interpellation du jeune Théo en Seine-Saint-Denis. Nous n'avons plus de poste dans notre quartier. Je pensais en trouver une près du Châtelet. Je sors du Bon Pêcheur en fin de journée et demande à un serveur où est la poste la plus proche. Il m'envoie en un lieu où je ne trouve rien. J'entre dans une boutique d'antiquités où je gênais visiblement, on m'envoie ailleurs. L'absence de bureau de poste se confirme, je pousse la porte d'un petit café d'allure confidentielle et là, enfin, un vieux monsieur avec un bon sourire me l'indique à quelques 500 mètres de là. Enfin, soulagée, je découvre une belle et immense poste et me voilà maintenant devenue experte en automates. J'ai affranchi le colis pour Pete. J'envoie aussi Balade perdue de Léna, note. Léna Aldea est une amie d'écriture de Nîmes. Reprise, j'envoie aussi Balade perdue de Léna à maman. Je lui ai beaucoup parlé de Léna et j'aimerais qu'elle lise ce beau livre qui raconte son enfance en Roumanie. Les employés de la poste, charmants, travaillaient dans une bonne ambiance. Je repars vers le forum, je prends le RER, qui accuse un peu de retard. Une foule incroyable s'accumule sur le quai. J'appelle Roland pour le prévenir de mon retard. J'arrive. Roland est là depuis peu. Il est apparemment passé au Monoprix, a acheté une bouteille d'apéritif et une montagne de bonbons pour Simon dont il connaît la gourmandise. Je prépare le repas pour Simon, pour Tifou avec des pâtes pour équilibrer son alimentation. Je cuisine le repas pour Simon, pour Tifou avec des pâtes pour équilibrer son alimentation. Je n'avais rien préparé le matin tant j'étais pressée de retrouver Diane et toute la bande. Puis Roland et moi sortons. Nous bénéficions heureusement de ces moments restaurants, Gabriel. Sinon, Roland et moi ne nous parlerions pas de la semaine, qui est par ailleurs passée comme une tornade, avec cet aller-retour à Signac. J'ai une pratique extrêmement bien rodée pour réussir à parler à Roland. Je lui raconte tous les détails, et du voyage, et des séances au Bon Pêcheur. Il me décrit les polytechniciens de Réseau Télécom. On se demande parfois où est passée leur intelligence. Ils ne semblent pas connaître les notions de distance ou de décalage par rapport à leur métier. Ils paraissent, dans ces conditions, vraiment étranges. Et soudain, qui vois-je passer sur la place, de l'autre côté de la vitre? Marc et Delphine, qui rentrent tranquillement chez eux. Je leur adresse de grands gestes. Ils me répondent d'eux-mêmes. Ils s'approchent et restent 20 minutes ou une demi-heure debout à côté de nous. Roland ne cessait de dire: il faut qu'on parle, Marc, tous les deux. Il pensait évidemment à la maison de Champs-les-Vignes. Il voulait lui exprimer quelle erreur ce serait d'acquérir cette maison. Note: Marc, qui a adoré les week-ends et les vacances passées dans son enfance à Champs-les-Vignes, pense acquérir avec Delphine la maison familiale qui est, depuis octobre 2016, date du décès de son grand-père, propriété indivise de son oncle Clément, de son père et de sa tante Émilie. Située à une trentaine de kilomètres de Paris, elle pourrait devenir leur résidence principale. J'ai évolué, Gabriel. Je me suis rangée à la vie de Roland. Marc travaille au nord de Paris, le trajet serait compliqué.
Et puis, ne s'ennuieront-ils pas l'hiver? Ils seront seuls et loin. La vie pratique sera moins simple. Leurs livraisons actuelles par eau shop ne seront plus possibles, là-bas, dans ce petit village calme et hors du temps. J'avais tout d'abord trouvé magnifique l'idée de leur installation dans ce joli coin de campagne. Je l'avais soufflé à Marc, qui n'aurait pas osé y penser par lui-même. Mon opinion est exactement inverse maintenant. Il est vrai que nous y allions par tous les temps, quand les enfants étaient petits, l'été aussi bien que l'hiver. Les garçons adoraient le jardin, avec sa forêt, son verger, sa rivière. Ils manifestaient la joie spontanée de leur âge, mais ces dernières années, nous n'y passions qu'une journée par-ci, par-là, à la belle saison, avec la piscine, mise en eau et chauffée par le soleil. Mais la vie quotidienne là-bas, pendant toute l'année, serait une toute autre affaire. J'en ai parlé à maman, elle est d'accord avec moi, et je me suis ralliée à l'opinion de Roland, qui lui n'en a jamais changé. Le projet n'est pas raisonnable. Je lui disais justement, avant que Marc et Delphine ne nous rejoignent, que leur décision n'était sans doute pas arrêtée. Nous devions leur en parler. Oui, oui, me disait-il, je lui en parlerai à la première occasion. Et c'est alors que Marc et Delphine se sont retrouvés près de nous. Roland répétait, il faut qu'on parle, Marc, tous les deux, dès que possible. Mais parlez donc maintenant, ne cessai-je de répliquer. Delphine et moi allons nous éloigner, si vous préférez. Je proposais aussi que nous discutions tous les quatre. Il suffisait de nous installer à une table voisine. Nous ne gênerions personne. Eh bien non, Gabriel. Tu sais comment ces choses se passent. Proust l'a écrit. Le comportement qu'il rapporte est largement répandu. Je pense au passage où Marcel, le narrateur, veut absolument demander à Robert de Saint-Loup s'il peut rencontrer sa tante, la duchesse de Guermantes, dont il est amoureux. Mais il n'ose pas formuler sa requête. L'enjeu est immense à ses yeux et il n'y parvient pas, dans un environnement par trop calme et trop serein. Il ne réussit à exprimer son désir qu'au restaurant, alors que Saint-Loup et lui sont entourés par un groupe de militaires agités et bruyants, alors qu'ils attendent d'aller dîner dans une antichambre où souffle un déplaisant courant d'air. Et c'est dans cet inconfort que Marcel réussit à dire à son ami son souhait le plus profond qui l'obsède depuis des mois. Vois-tu, Gabriel, nous avons vécu à notre façon une scène comparable. Roland réussissait à dire il faut qu'on parle, tout simplement parce que la situation du moment était provisoire et instable. Luc et Delphine s'apprêtaient à partir. Roland trouvait le courage de solliciter son fils. Il disait il faut qu'on parle, alors qu'il n'avait pas profité d'autres occasions plus paisibles où il aurait pu aborder le sujet. Il faut qu'on parle, disait-il, mais parlez donc, parlez maintenant, était mon lancinant leitmotiv. Nous y sommes parvenus, Gabriel. Nous avons discuté enfin pendant 20 minutes. J'ai exprimé mon avis, Roland a exprimé le sien, le même, comme tu imagines. Marc et Delphine sont enthousiastes, ils rêvent de cette maison, et voici la conclusion de la discussion. Ils habiteront là-bas la semaine prochaine, ils verront comment ils vivront les trajets pour gagner leur travail. Delphine va à la Défense, au siège de l'entreprise générale de banque. Elle prendra le RER à Bussy-Saint-Georges. Il n'y aura pas de problème, a-t-elle dit. Je demanderai ma mutation dans une autre agence, à Meaux par exemple. Ce sera parfait. Mais je pense à Marc. Il travaille à Saint-Denis et il n'a pas son permis de conduire. Ils dormiront là-bas. Comment feront-ils pour les repas du soir? Je vais les aider. C'est moi, en fait, et oui, une fois de plus, encore moi, qui les ai poussés à cette décision. Quand on aime quelque chose, leur ai-je dit, on fait des efforts pour l'obtenir. Habitez-y et vous pourrez décider. Soyez concret, vous y verrez plus clair. J'accompagnerai Marc le matin en voiture. On essaiera de trouver ensemble le meilleur chemin. Le soir, il rentrera avec un taxi Uber. Le prix est abordable. En revanche, le matin, il partira trop tôt. Les services d'Uber à cette heure-là, dans ce coin de campagne, ne seront pas disponibles. Je vais m'organiser. Dès dimanche soir, je dormirai à la campagne. Et lundi, je n'irai pas à mon cours de scénario. Mais mardi soir, je ne pourrai pas éviter d'animer l'atelier d'écriture. 2 séances n'ont d'ores et déjà pas eu lieu en février, à cause des vacances scolaires. J'ai ensuite été absente mardi dernier. Je prenais le train pour aller à Signac. Je courrai donc mardi soir après l'atelier depuis le Châtelet jusqu'à la maison. Je prendrai la voiture et rejoindrai la campagne. Les jours suivants, de mercredi, jeudi et vendredi, devraient être plus faciles. Je n'ai pas de soirée en vue. Marc et Delphine sont passionnés. Delphine veut acheter la moitié de la maison. Elle imagine déjà les aménagements intérieurs.
Ce serait, d'après elle, la maison d'une vie. Mais les courses? Leur ai-je demandé, vous y avez pensé? Ce sera compliqué, au shop ne vous livrera pas. Ce ne sera pas grave, maman, m'a répondu Marc. On fera nos courses le samedi, dans les grands magasins. Quelle étrange vie en perspective, ne crois-tu pas, Gabriel? Exactement le genre d'existence que j'aurais envie de fuir. Mais je ne les critique pas, bien au contraire. Si ce chemin leur convient, qu'ils s'y engagent, bien évidemment. Qu'aurais-je à y redire? Delphine est si différente de moi. Et même, je pourrais me réjouir d'une certaine façon qu'ils aient enfin ensemble une vision d'avenir. Je ne cessais, auparavant, de me demander quels étaient leurs goûts, leurs activités, leurs perspectives communes. Roland et moi leur avons suggéré la voile, la plongée, la randonnée, d'autres loisirs encore. Et les voilà qui disent vouloir s'occuper d'une maison. C'est ainsi, Gabriel, ils le désirent, l'avenir précisera leur histoire. Telle était donc, hier soir, la grande nouvelle. Nous sommes rentrés. Simon était devant la télévision. Je l'ai mis au courant des prochains événements. J'avais un peu mal au cœur avant de me coucher. Je grossis en ce moment, ce que je n'apprécie pas. Je n'avais en conséquence rien mangé hier dans la journée jusqu'à mon retour à la maison. C'est ridicule, j'en ai conscience. Je devrais en finir avec ces coups d'arrêt et ces précipitations ensuite vers la nourriture. Excuse ces considérations dépourvues d'intérêt, mais qui m'ennuient, moi aussi, tout autant que toi, j'en suis sûre. Je ne devrais pas être aussi préoccupée par mon poids. Il me suffirait de manger régulièrement. Mais j'ai, au fond de moi, cette tendance plus ou moins proche de l'anorexie. Je suis obsédée par un éventuel risque d'embonpoint. Je m'inquiète si par malheur un kilo supplémentaire s'affiche sur la balance. Je suis stupide. Je devrais m'alimenter gentiment et ne plus me maltraiter en jeûnant, comme hier, pendant des heures, et en engloutissant ensuite, une fois dans la cuisine, comme hier également, des quantités de légumes. Je croyais avoir faim à ce moment-là. C'est absurde. Peu importe si je dois grossir un peu avec des repas paisibles et réguliers, c'est préférable, je dois m'habituer. Je suis à jour, mon ami, de mon récit du fil du temps. Le week-end commence. Quel sera-t-il? Je me le demande. Je suis assez triste de ne pas avancer suffisamment mon bricolage. L'écriture des autres me prend du temps. La journée d'hier a été pénible, emplie par de sempiternelles obligations informatiques. Je ne parviens pas, en fait, quand je soutiens les autres, à évaluer à l'avance le temps qui me sera nécessaire. C'est un choix de ma part, cependant, parfaitement conscient. J'écris dans cette ambiance, précipitée en fait, à flux tendu, comme on dit en économie d'entreprise. C'est ma façon de faire. Mais l'équilibre est difficile à trouver, le rythme s'accélère parfois, il devient trop intense, il ne s'ajuste jamais exactement à celui qui me conviendrait. Je récrimine, je sais, comme une éternelle mécontente que je suis. Mais laisse-moi t'envoyer, en même temps, un très discret sourire de complicité amicale. Tu n'as plus de texte à lire, j'espère t'adresser bientôt quelques pages. Les interstices dans ma vie me permettant d'avancer mon bricolage sont plutôt rares en cours de week-end. Les prochaines heures le révéleront. Mais par ailleurs, pour compléter la perspective justement de ces prochaines heures, je dois encore te préciser que je n'en ai pas vraiment fini avec Bookedit. Il me reste à poster sur le site d'auto-édition le livre des nouvelles de Nine dont je t'ai parlé, le livre des extraits de textes lus ces 10 derniers mois. Dis-moi, mon ami, quelles sont donc les 12 personnes que tu invites à dîner ce soir? Essaie de venir lundi. J'aimerais tant que tu prennes ton écriture au sérieux. Fais donc plaisir à Madame Nin. Lundi 27 février, 23h15, au lit. Plus 3 jours. Je t'ai envoyé une lettre orale ce matin au téléphone, sur la route, depuis Champs-les-Vignes jusqu'à Paris. Je te disais que l'évolution d'une vie consiste, pour certains, à désirer la simplifier. Marc et Delphine, de leur côté, ajoutent de la complexité. Nous avons connu cette maison le week-end et pendant les vacances, sans les contraintes du travail et accompagnée le plus souvent par un joli soleil. Leur aventure sera bien différente. Et ensuite, une fois qu'ils l'auront aménagé leur belle demeure, imagines-tu vraiment ce qu'ils vont y faire?
Et l'ennui, est-ce qu'ils y ont pensé? Leur projet m'apparaît abstrait, leur mode de vie est si différent du nôtre. Ils mangent absolument régulièrement à table. Il ne manque jamais un déjeuner ni un dîner. Ils anticipent leur futur repas qui structure leur journée, alors qu'ils ne sont, à mes yeux, qu'une obligation incontournable. Ils ne valent que si l'on en profite pour échanger, essayer de parler, d'animer une conversation. Marc et Delphine expriment peu leurs sentiments avec les mots. Ils agissent ensemble, matériellement. L'aménagement du matériel ne me passionne pas. L'intérêt est ce que l'on vit dans un cadre matériel. Delphine m'a dit l'autre jour à la campagne qu'elle désirait avoir une maison pour la vie et s'en occuper. Comment veux-tu, Gabriel, dans ces conditions, que je réussisse à concevoir leur avenir? Ils vivront leur expérience, ils se prononceront. Roland me dit qu'il n'endort plus la nuit. Il est sûr qu'il commet une terrible erreur. Il est miné. Il affirme qu'il le sera toute sa vie. Mais comment pourrais-je l'aider, Gabriel? Son caractère l'entraîne dans ces tristes contrées. Au fond, il n'y a pas de mort d'homme en perspective. Et un sourire d'amitié, teinté d'humour, je te l'envoie rien que pour toi, par messager spécial. Ce fut la course aujourd'hui. J'ai accompagné Marc à Saint-Denis, j'ai rangé, j'ai envoyé des commentaires par lettres orales, j'ai préparé le repas des 2 hommes. Je n'ai pas consacré 1 minute à mes propres textes. Ce n'est pas si grave. Je le ferai demain. Le week-end, comme d'habitude, a été agréable. Nous avons vu un médecin de campagne sur Canal+, et un épisode de Hitchcock présente. Simon réfléchit à son mémoire de stage. Il en discutera demain avec son père. Et quel fut donc mon bricolage du week-end? Je n'ai pas encore terminé mon livre des textes lus cette année, il est le premier du genre. Sa création est plus longue que j'avais imaginé. J'ai aussi travaillé au livre des commentaires de mes lecteurs. Une nouveauté également, pour garder la trace des différents regards de mes quelques lecteurs. Mes livres ont peu d'existence. Alors, je recense, j'archive les réactions qu'ils suscitent. Mais tu peux imaginer le temps que j'y passe. Je ne le créerai qu'une fois par an, lors du salon du livre. Une date propice, me semble-t-il, pour établir ce genre d'empreinte, comme pour prouver que mes textes, de cette façon, ont existé. À bientôt, Gabriel. Comment s'est passée ta journée? Je reçois justement, précisément maintenant, un SMS de ta part. Dors bien. Mercredi 1er mars 2017, 11 heures du matin. Bonjour mon ami. J'imagine ton inquiétude si le moral de René commence à s'effondrer. Et te voilà qui accompagne un voisin chez le médecin. Tu continues comme toujours à être cerné par d'incessantes obligations. Je suis restée hier à la maison. J'en ai fini avec la technique Bookedit, avec le livre des commentaires et celui des extraits lus dans l'année. Je n'ai pas pu bricoler, Roland est rentré tôt. Il avait assisté à une journée destinée aux futurs retraités. Il n'est pourtant pas prêt à quitter l'entreprise. Sa hiérarchie le retient en raison de sa connaissance des négociations passées avec le régulateur. Mais il appartient à la catégorie d'âge informée par les ressources humaines. Il a donc été convié, l'entreprise fonctionne ainsi. Il m'a dit qu'il était avec d'autres petits vieux. Il a rencontré des collègues qu'il avait connus 30 ans plus tôt. Ils avaient suivi ensemble la formation qualifiée de jeunes cadres chez Réseau Télécom. Il m'a raconté sa journée et j'entendais son message, extrêmement clair mais sous-jacent à ses propos, qu'il m'adressait en même temps. Et voilà, me disait-il implicitement mais nettement, c'est ainsi qu'une vie passe, aussi vite. On ne s'en rend presque pas compte. Eh bien non, mon cher Roland. Je blaguais peut-être, apparemment, mais j'étais sérieuse en réalité. Ne l'oublie pas, l'activité professionnelle n'est qu'une partie de l'existence, une autre vie commence ensuite. Je préparais le repas, et je quittais la maison, je courais, et arrivais cependant avec un quart d'heure de retard au Forum des Halles. François Clido était là. Note: François Clido participe depuis 2013 aux ateliers d'écriture de Nîmes, ainsi qu'Aline Mousse. Camille était absente.
Elle participait à une réunion de Clovis Thibault, cette soirée hebdomadaire place de l'Odéon, où un auteur présente son dernier livre. Elle regrettait de ne pouvoir venir. Elle préfère quand j'organise l'atelier le jeudi soir. Je lui ai expliqué par mail que je propose, selon les semaines, le mardi ou le jeudi, parce que certains ne peuvent venir que le mardi, comme Diane ou Aline. D'autres sont contraints de choisir le jeudi, comme Aube Drummond, une nouvelle dont j'aime l'écriture, ou encore Yves Couder, un mélomane, et un collègue d'études, il a fait la même école que moi. Louise était présente, ainsi que Diane, Thierry Duny aussi, qui s'exprime bien, qui écrit facilement, qui en est conscient. Je le crois orgueilleux et ne me sens pas de franches affinités avec lui. J'ai discuté avec François Clido, à l'écart du groupe, qui écrivait et que je ne voulais pas gêner. François Clido n'a pas Internet. Il m'avait adressé par la poste une belle lettre de commentaires sur les extraits de textes en couleur. Je lui avais rendu service, j'avais créé sur Bookedit son dernier recueil de poèmes. Il voulait me remercier. Il m'avait proposé un dîner au restaurant qui ne me tentait pas du tout. Je préfère, lui avais-je dit, que tu écrives des commentaires sur textes en couleur, d'où cette jolie lettre, Gabriel, dont je lui ai parlé. J'ai transmis ces commentaires par mail aux auteurs du recueil. Les encouragements sont toujours bienvenus. Claude Mélec était là, qui m'avait agacé, parce qu'il n'envoyait pas le fichier du livre de sa femme. En fait, il communique difficilement. Il avait corrigé le texte chez lui et m'avait apporté le résultat sous forme d'un volumineux paquet de feuilles volantes. Il n'avait pas compris que j'avais besoin d'un support numérique. J'attendrai son envoi, le salon du livre approche, mais je vais encore patienter pour commander mes livres, ainsi que les siens, sur le site de Bookedit. Je devrais les recevoir avant notre réunion porte de Versailles. Note. Le salon du livre aurait lieu en 2017 du 24 au 27 mars. Nîmes y a organisé une réunion le dimanche 26 mars autour d'une table de café à l'intérieur du parc des expositions. Reprise. Avant notre réunion porte de Versailles. Les services de Bookedit sont rapides en général. Je vais temporiser Gabriel jusqu'à la réception de son fichier. Je resterai magnanime. Qu'en penses-tu? N'est-ce pas une bonne décision? Cet homme, vois-tu, a une forte tendance à planer à des kilomètres au-dessus de notre surface terrestre. Il écrit de vastes épopées lyriques. Il ne me parle jamais d'argent. Il me doit 12 euros, comme tu sais, pour textes en couleur. La somme est bien sûr ridicule. Je ne la mentionne que pour illustrer le caractère du monsieur, largement libéré des prosaïques et inintéressantes contraintes matérielles. Je vais commander pour lui Collines abritées, le livre de sa femme. Il ne pensera pas à me rembourser, tu vas me trouver mesquine et terre à terre. Désolé, mon ami, je ne puis te le cacher. J'ai discuté avec lui, puis avec Diane. Je suis ennuyée de ne plus lui proposer de rendez-vous au Bon Pêcheur. Louise et moi avons parlé de son recueil en cours de création. Elle ne respecte pas la présentation habituelle d'une publication classique. J'essaie de la convaincre de s'en rapprocher, mais ce n'est pas facile. Elle a son caractère, bien affirmé, ainsi qu'un âge respectable qui dépasse les 90 ans. Mais enfin, nous échangerons et parvenons peu à peu à nous entendre sur ce sujet qui ne concerne tout compte fait que la seule apparence de son livre. Le directeur du Pizza Hut voulait me parler. Nous occupions plusieurs tables au fond du restaurant. Le personnel se montre toujours tout à fait charmant, alors que nos consommations sont plutôt modestes. J'ai pensé qu'il souhaitait peut-être se lancer dans l'écriture. Point du tout. Il aimerait être prévenu du jour de notre réunion et connaître globalement à l'avance le nombre des participants. Quoi de plus normal, il était aimable. Quelle chance de trouver un tel accueil en plein centre de Paris. Le temps passait. Nous avons rapidement écouté le texte de Diane. Elle décrivait avec humour et légèreté son fils, qui passait le permis de conduire. François Clido et Thierry Duny ont lu des poèmes, beaux et complexes tout à la fois. Le texte de Louise brillait de couleurs et de rêves. Celui d'Aline Mousse, sombre et violent, évoquait la maltraitance enfantine.
J'étais comme d'habitude impressionné par la richesse de la création qui s'exprime en ces moments privilégiés. Je revenais à la maison. Papa est au restaurant, me dit Simon, avec Marc et Delphine. Je n'y comprenais rien. Marc et Delphine auraient dû être à la campagne. Roland m'avait effectivement envoyé un SMS que je n'avais pas vu et qui m'informait de ce dîner improvisé au Léonard de Vinci. Note. Le Léonard de Vinci est une brasserie de la place de Moncey, proche du domicile de Roland Hénine. Je les rejoignis en trottinette, je ne dînais pas, mais m'offris un sympathique petit kir. Marc avait interrompu leur expérience de campagne. Le test n'est pas intéressant, avait-il expliqué à son père. On ne pourra pas décider tant que je n'aurai pas le permis de conduire. Je vais le passer dès la fin du mois de mai. Marc a déjà pris des cours, Gabriel, il y a 3 ans, sans avoir passé l'examen. Et alors, on essaiera de nouveau. On habitera à la campagne, ce sera plus instructif. Je leur ai gentiment glissé à l'oreille que l'idéal serait d'y rester longtemps, jusqu'en septembre, par exemple. Ils n'y étaient pas opposés. Marc questionnait son père, qui semblait tétanisé. Papa, lui demandait-il, est-ce que tu pourrais nous laisser un peu de temps, jusqu'à l'été, pour qu'on puisse décider? Il craint que l'on propose la maison à la vente, qu'un acheteur se présente et qu'il soit contraint d'abandonner le projet. S'il te plaît, lui demandait-il également, donne-nous un devis approximatif pour la fosse septique. La maison est ancienne, Gabriel, et l'aménagement indispensable. Et combien coûterait aussi une canalisation souterraine depuis l'arrivée d'eau jusqu'à la maison? L'eau fuit depuis des années, en quantité mon ami, quelque part dans le sous-sol du jardin. La canalisation est longue et les travaux seraient conséquents. Marc a évoqué une troisième évaluation dont le souvenir m'échappe, mais tout aussi importante me semble-t-il. Roland paraissait perdu. Je ne sais pas, répondait-il, il faudra voir. Quant à la vente, je ne pourrai pas la retarder, ce sera compliqué. Je ne suis pas seule, vois-tu. Il voulait dire que Manou, Émilie et Clément avaient un intérêt à la vente de la maison. Roland exagérait. Il fabulait complètement. Ni Manou, Émilie ou Clément n'iraient ennuyer Marc si la transaction n'avait lieu qu'en décembre. Je le disais à Roland plus tard, alors que nous rentrions à la maison. La question n'est pas que matérielle, me répondit-il, elle est aussi morale. C'est nouveau, Gabriel. Il s'agissait donc d'une considération morale envers son frère et sa sœur. Je n'y croyais absolument pas. Il cherchait des arguments, aussi spécieux fussent-ils, tant il voulait que Marc abandonne son projet. L'idée le terrorise. Mais nous avons, Gabriel, ne te méprends pas, passé un bon moment ensemble, vifs et sympathiques tous les 4, autour de la table, les 2 jeunes debout et nous en position assise. Marc était en forme, enthousiaste et dynamique, de même que Delphine. J'ai eu maman au téléphone ce matin. Elle m'a mise en garde contre Delphine, qui était peut-être, selon elle, une femme intéressée. Elle ferait une excellente affaire, m'a-t-elle dit, en acquérant ainsi une maison à bon compte. Je n'étais absolument pas d'accord avec elle. Je lui ai dit que l'on pouvait raconter la même histoire d'une toute autre façon, que ce projet de maison représentait, aux yeux de Delphine, un projet commun, avec Marc, celui de la vie qu'elle imagine construire avec lui. Roland lui-même, un homme qui sait être prudent, voire méfiant à l'occasion, n'a jamais nourri ce type de pensée. Maman avait besoin de précision. Elle s'est aisément rangée à mon avis. Marc devient plus actif. Il va passer son permis. J'en suis enchantée, tout comme Delphine, qui, depuis 3 ans, le pousse à conduire, sans le début de l'ombre d'un succès. Et soudain, comme par magie, il se décide. Tu te souviens de mon inquiétude avant qu'il ne connaisse Delphine? Je le voyais comme un bouchon sur les flots.
porté et sans désir, me semblait-il. Il n'est plus le même. Nous rentrions, Roland se couchait rapidement, je lisais Pierre Brel, qui m'intéresse toujours autant. Ce matin, j'ai lu de longs chapitres de Pitt. Je les ai commentés longuement également. Son écriture ainsi que mes réponses prennent de gigantesques proportions. Depuis qu'il a commencé son livre, je suis devenue sa nouvelle correspondante épistolaire. Auparavant, il écrivait à son ex-femme. Il lui écrivait son journal, en fait, chaque matin, pendant 4 ou 5 heures avant le lever du jour. Il écrit maintenant un roman basé sur son passé d'étudiant, ainsi que sur de nombreuses digressions dans le présent. Nos lettres se sont substituées aux précédentes. C'est intéressant, mais j'ignore si je réussirai à suivre le rythme. Le temps, tu es bien au courant, est loin d'être extensible. Me voici libérée, Gabriel, des allers-retours à la campagne. Mais je suis débordée, encore et toujours. Pete, c'est un fatigable marathonien de l'écriture, n'arrange rien. Et je suis triste de n'avoir pas fini le livre d'Irène Sophia. Je donne la priorité à Pete, sous prétexte que son livre est en cours d'écriture. Je crois mon soutien plus urgent pour un texte en devenir, plutôt que pour un écrit presque terminé. Mais je veux réellement encourager Irène Sophia. Je ne vais pas négliger de la lire pour la simple raison qu'elle est courageuse et capable d'écrire, seule, entre les 4 murs de sa chambre. Je lui adresse des remarques et elle en tient compte avant la publication sur Écrilib. Note, Écrilib, site d'auto-édition dont les services sont plus formalisés, plus aboutis, mais également moins rapides que ceux de Bookedit. Reprise, avant la publication sur Écrilib. Je dois lire ces textes au même rythme très exactement que ceux de Pete. Je n'ai pas bricolé depuis longtemps à cause de l'interruption Bookedit, elle-même due au futur salon du livre, qui m'a enfin décidé à créer les 2 livres de commentaires et de lectures faites en public. Je les ai achevés, mais mes textes en cours n'ont pas progressé d'un seul paragraphe. N'oublie pas de réserver ton entrée pour le salon du livre sur Internet, si tu ne veux pas attendre des heures quand nous nous verrons. Cette fois-ci, nous nous trouverons à 16 heures au lieu de 14 heures. Le patron du café me demande de venir une fois le service du déjeuner complètement terminé. Nous serons plus tranquilles. Mon ami, je pense à toi, dont la vie n'est pas facile en ce moment. Tu me dis que René demeure morose et taciturne. Je ne t'aide pas beaucoup. Je ne peux même pas te donner un rendez-vous à Paris. Je cours. Je ne parviens pas à m'arrêter. Et j'y pense, Gabriel. Tu ne m'as pas écrit de texte chatoyant cette semaine, avec les mots de l'atelier. Je compte sur toi, mon ami. J'attends. De pied ferme. N'en doute pas. Vendredi 3 mars, 11h40, au sous-sol, dans les toilettes du Bon Pêcheur. 2 jours sont passés depuis le dernier mail. Bonjour Gabriel. Me voici donc ici, enfermé, dans les toilettes du Bon Pêcheur. Je ne peux te parler qu'ici, avec mon logiciel de la voix. Note. En pratique, Nin dicte ses lettres à l'aide d'un logiciel vocal de son ordinateur portable. Notre salle du premier étage est trop calme pour mon bavardage du matin. Celle du rez-de-chaussée est bruyante et agitée quant à elle. Et les serveurs pourraient s'étonner. Mes sacs, mes pulls, mes cahiers, mes stylos et ma trottinette étant au premier étage, et moi installé même provisoirement à une table en bas près de l'entrée du café. Diane, Louise et Boris sont là-haut. Nino ne viendra pas. Il était présent hier et m'a envoyé un SMS ce matin en me disant qu'il s'était endormi chez lui l'après-midi à son retour du Bon Pêcheur. Il avait manqué son rendez-vous chez son kiné. Tu connais Nino, qui est attachant et souvent dans les nuages. Il me parle régulièrement de son âge, considérant qu'il est très vieux. Il vient d'avoir 70 ans. Il s'inquiète, à tort à mon avis. Je le trouve toujours aussi vif et curieux de tout. J'ai déposé des messages sur ton répondeur hier soir dans ma cuisine tout en rangeant et en préparant le repas. Je t'ai raconté mes rencontres et je te disais que j'avais presque terminé un chapitre. Tu le recevras bientôt. C'était pourquoi j'étais restée tard au Bon Pêcheur. Je voulais avancer.
Je n'avais pas bricolé ainsi depuis longtemps. Mon texte n'est pas tout à fait achevé. J'espère apporter ce matin les dernières touches au tableau pour retenir une métaphore picturale. Hier, Roland et moi avons regardé le début d'un épisode de Hitchcock présente, afin de nous mettre en appétit pour un film ensuite en deuxième partie de soirée. Nous avons vu la moitié d'un épisode, nous y reviendrons une prochaine fois, puis nous avons choisi L'Avenir, un film de 2016, avec Isabelle Huppert. Note: L'Avenir, film dramatique franco-allemand, réalisé par Mia Hansen-Løve, a été présenté en section officielle à la Berlinale 2016. La réalisatrice y a remporté l'Ours d'argent. Il met en scène Nathalie, mariée et mère de 2 enfants déjà adultes. Elle enseigne la philosophie avec passion. Sa mère, très âgée, se fait de plus en plus possessive. Quand son mari lui annonce qu'il a rencontré une autre femme et qu'il la quitte, elle voit sa vie sous un autre jour. Je l'ai adoré. Je l'ai longuement commenté dans mon cahier pour ne pas oublier et en parler à Roland ce week-end. Au début, je ne l'appréciais pas vraiment. Je regardais comme j'aurais mangé un bonbon sucré. C'était séduisant, contemporain, bien joué et habilement mis en scène. Mais l'intrigue me paraissait superficielle, assez peu crédible en fait. Et puis, j'ai réfléchi. J'ai lu les critiques négatives. Je les trouve instructives. Autant pour confirmer un avis défavorable que je pourrais avoir, que pour au contraire réussir à lire entre les lignes que le style du film pourrait tout à fait me plaire. Je suis une adepte d'halluciner. Et je suis devenue enthousiaste. Roland n'a pas regardé la fin. Pour ma part, je suis restée tant le film me passionnait. En général, je ne regarde pas seule la télévision. Ce matin, au réveil, j'en ai parlé à Simon, je prenais mon temps. Je lui disais tous les détails, les tenants et les aboutissants, le pourquoi et le comment de mon admiration. Il me connaît, il savait bien que je n'abandonnerais pas de sitôt mon développement, que je poursuivrais jusqu'au bout, jusqu'au moment où j'aurais évoqué l'ensemble des qualités de l'œuvre selon mes critères. Cela va sans dire. Il faisait mine d'être vraiment très fatigué par mon enthousiasme verbal, mais il s'excusait. Tu sais, maman, me disait-il certains matins, c'est vraiment dur pour moi de sortir de mon lit. Oui, mais Simon, lui répondais-je, quand j'ai envie de parler, vois-tu, il faut que je m'exprime. C'est bien pour nous, c'est le plus important, non? Qu'il puisse se passer entre nous, parler et nous écouter. Tu ne penses pas? Roland et moi avons eu une conversation houleuse hier. Il ne voulait pas me donner son avis. Nous parlions argent et patrimoine et campagne. Dès que je me mêle en ce domaine de dire mon opinion, il affirme que je n'y comprends rien. Mais explique-moi donc, lui répétais-je. Il m'agaçait. J'insistais. Simon était sorti de sa chambre, tant je haussais le ton. Roland me méprise, en réalité, dans ce type de situation où il me considère incompétente. Tu me répètes, ai-je fini par lui dire, que tu vieillis, que tes neurones ne sont plus efficaces, plus comme avant, et franchement, tu as raison, je t'assure. Ta matière grise est à la peine en ce moment, tu ne parviens pas à comprendre ma curiosité, tu n'expliques rien. Alors enfin, miracle, il s'y est résolu, à chercher les mots, à les trouver. Et oui, c'est un effort, tout cela pour m'éclairer. C'était tout simple, en réalité, Gabriel. Il m'a dit qu'en cas d'investissement, hachant les vignes, la répartition du patrimoine familial serait à l'avenir amplement figée. Si la décision de nos jeunes se confirmait, d'autres perspectives d'ordre matériel ne pourraient, dès lors, plus tard, plus être envisagées. On ne connaît pas l'avenir, me disait-il. Je pouvais le comprendre. Il m'avait enfin parlé, on s'était rapprochés. Il était sur sa route auparavant et moi sur la mienne. Il suffit de savoir considérer le chemin de l'autre. On voit alors qu'on se raconte la même histoire, avec un point de vue seulement légèrement différent. J'étais fatiguée ce matin en me levant. La course habituelle m'attendait. J'ai préféré rejoindre Diane de bonne heure, ce qui signifie 10h30 en fonction de mon organisation. J'aime ces rendez-vous qui me rendent dynamique, un peu comme si je menais une vie active.
N'est-il pas merveilleux de réussir à nouer autant de relations? J'ai eu le temps d'appeler maman. Elle était vive, comme d'habitude. Elle me disait comment elle aide les autres. Nous avons parlé du sens de la vie, de la sagesse, d'une forme de philosophie que l'on tente d'acquérir avec l'âge. Nous nous comprenons, ce fut un vrai plaisir. Je n'ai pas eu le temps de lui lire un passage de notre roman en cours. Note: Nine appelle sa mère chaque jour, par crainte que celle-ci, qui vit seule depuis son veuvage, ne sombre dans la dépression. Nine avait trouvé un prétexte à ces appels, que Claire, étant donné son caractère bien connu de sa fille, aurait pu trouver artificiel et intrusif. Elle avait dit à sa mère qu'elle appréciait de lire des livres à haute voix. Claire avait accepté d'être son auditrice. Reprise. Je n'ai pas eu le temps de lui lire un passage de notre roman en cours. Je dois encore lire le dernier texte de Pete, je lui en parlerai. J'ai écouté ses lettres orales hier soir tout en faisant la cuisine, ainsi que celle de Fanny, mon amie actrice. Elle me parlait de été 2011, vacances bretonnes. Ses commentaires étaient riches et profonds. J'avais cru qu'elle n'avait pas aimé. Elle n'avait tout simplement pas trouvé le temps de m'appeler. Ce matin, j'aimerais terminer mon texte et te l'envoyer. Je voudrais aussi lire un chapitre de Au pays de mon père, de Irène Sophia. Je lirai aussi un poème d'un nommé François Bénard. Note: François Bénard ne restera que très brièvement en contact avec Nine. Je répondrai aussi à Fanny. Peut-être réussirai-je aussi à entamer le bricolage d'un nouveau chapitre. Tu le vois, mon moral est plutôt bon en ce moment. Je crois que de ton côté, la route est dure au contraire. Mais n'oublie pas, j'attends un texte de ta part, avec les mots de mardi dernier, avant le prochain atelier qui aura lieu jeudi. Tu me dis que ton fils a raté son code. Ne t'inquiète pas. L'examen s'est durci, paraît-il. Simon et Marc m'ont raconté. Certaines questions ne sont conçues que pour piéger le candidat. Il l'aura la prochaine fois, à coup sûr. Et cet échec, plus tard, lui semblera vraiment anodin, c'est certain. Mardi 7 mars 2017, 11h30, au Bon Pêcheur avec Bory. Plus 4 jours depuis le dernier mail. Mon ami, je prends enfin l'ordinateur ce matin pour que cette lettre soit sauvée. Une parmi de nombreux messages vocaux que je dépose régulièrement sur ton téléphone. Ceux-ci disparaîtront. Je t'ai dit mon bonjour quotidien tout à l'heure par répondeur interposé. Je t'ai parlé du film Patient. Note en bas de page. Patient est un film français réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Il met en scène Ben, devenu tétraplégique à la suite d'un grave accident de sport. Ben arrive dans un centre de rééducation où il rencontre d'autres handicapés. Reprise. Je t'ai parlé du film Patient que tu as vu récemment. J'ai aussi évoqué Vincent, note. Vincent T. est un ami de Gabriel, âgé d'une trentaine d'années. Reprise. J'ai évoqué aussi Vincent qui a commenté tes 2 livres. Note. Encouragé par Nine, Gabriel a auto-édité 2 livres d'inspiration autobiographique. Reprise. Qui a commenté tes 2 livres. Je crois effectivement l'avoir aperçu, ainsi que Loïc. Note. Loïc Z est un ami de longue date, âgé de 30 ans de Gabriel. Reprise. Ainsi que Loïc au Salon du Livre de l'année dernière. Ils se ressemblent un peu, me dis-tu. C'est assez juste, physiquement et moralement aussi peut-être, ainsi que dans leur comportement. Je trouve que leurs écrits également présentent une certaine proximité. Note. Loïc et Vincent, qui avaient écrit des textes sans entreprendre de démarche de publication, les avaient transmis à Gabriel. Avec leur accord, celle-ci les avait envoyés à Nine. Reprise. Je trouve que leurs écrits également présentent une certaine proximité. Je t'ai aussi parlé technique, bouquédite. Je n'ai pas beaucoup d'inspiration aujourd'hui pour te raconter mes jours. Je prends acte, tout simplement, pour lutter contre l'effacement. Je le faisais à 17 ans, mais maintenant, quelqu'un, sur cette terre,
Prends connaissance de mes écrits. Tu me lis, mon ami. La différence est essentielle. J'ai l'impression que mes propos sont plus riches lorsque je te donne des nouvelles sur répondeur. Tu les écoutes avant qu'ils ne se perdent. Je te téléphone alors parce que j'ai envie de te parler, parce que mon dernier appel date d'un certain temps. Je me sens en ce cas plus spontané. Tant pis, mon ami, j'en prends mon parti, je continue à faire l'effort, malgré tout, de prendre l'ordinateur, afin de garder la trace. Je vais reprendre le fil du temps, depuis hier, lundi, date de mes derniers messages qui s'évanouiront dans une quelconque corbeille numérique. Mon journal sera elliptique, ce qui au fond importe peu. Je te disais que le week-end avait été agréable, je te parlais de l'affaire Pete. J'avais entrepris cette semaine de m'amuser à corriger ses textes de temps à autre, plutôt que les miens, quand je suis fatiguée de ma propre besogne. J'ai continué dimanche. Pete est déprimé en ce moment. Note. Rappel de la note associée au lundi 20 février. Pete Giordano avait écrit plusieurs romans lorsque Nin fit sa connaissance en 2014. Il avait alors abandonné l'exercice de la médecine et était venu à Paris pour trouver un éditeur et gagner sa vie comme écrivain. Après d'infructueuses tentatives, il habitait en 2017 dans un petit village d'Ardèche où il avait dernièrement exercé comme médecin. Il ne faisait plus partie de l'ordre des médecins, il était sans ressources. Ses 6 enfants, dont les plus jeunes allaient encore à l'école primaire, vivaient avec son ex-femme. Reprise. Pete est déprimé en ce moment. Il ne croit plus à ses futurs succès littéraires et il s'effondre quand il n'est plus porté par d'éblouissantes visions d'avenir. J'espère qu'il va retrouver son équilibre habituel qui repose immanquablement sur des rêves de changements radicaux, quasi magiques en réalité. Il a 66 ans. Il a déjà affronté dans sa vie de terribles tempêtes. Il les a traversées en se passionnant pour de nouveaux projets. S'il parvient à renouer avec ses rêves, il retrouvera sa joie de vivre et son désir d'écrire. Mais s'il devait demeurer au fond de son marasme actuel, je me demande quel lien le retiendrait à la vie. Serait-ce son énorme chien, un impressionnant Terre-Neuve qui ne le quitte jamais? Ou bien les discrets rayons de soleil qui éclairent son horizon le matin quand il ouvre la porte de sa cabane sur la campagne environnante? Ou encore l'empathie qu'il éprouve pour ses frères humains? Pete est un homme généreux et serviable. Ou la pensée de ses enfants qui devrait, je le suppose plus que tout autre, l'empêcher de sombrer? Je dois avouer qu'il m'inquiète ces derniers temps. Hier, lundi, je suis restée à la maison. Diane ne pouvait pas me rencontrer, un peu de calme n'était pas superflu, j'ai rangé. Comme j'allais m'absenter dans la soirée, j'ai préparé à l'avance les dîners de Roland et Simon. J'ai envoyé quelques lettres orales et suis partie vers 16 heures. Arrivée à la porte de Saint-Cloud, je me suis installée sur la terrasse du café des Trois Obus. J'aime l'ambiance de cette grande brasserie qui s'ouvre vers l'ouest sur un vaste pan de ciel. J'y avais rencontré un ami, Christopher Minier, il y a bien longtemps, à l'époque où nous quittions HEC. Nous entamions notre vie professionnelle, nous avions des conversations de jeunes, nous parlions de l'avenir peu défini à cette époque. Nous venions de passer 3 ans sur le campus que nous avions vécu comme une parenthèse, en attente de la vraie vie. Une fois le concours d'entrée réussi, les études n'avaient été qu'une simple formalité. La vie sur le campus avait favorisé une proximité amicale, quasiment obligée, rassurante et confortable. Les années ont passé. Christopher et moi sommes restés amis, mais lorsque nous nous étions rencontrés en ce lieu, devant les 2 monumentales colonnes qui s'élevaient au centre de la place, nous pouvions supposer alors que les années futures nous éloigneraient insensiblement, inéluctablement. Hier soir, le soleil vif et clair rejoignait doucement la ligne d'horizon. Le vent agitait les branches des quelques arbres plantés sur le trottoir. J'avais pris un café,
le tribut indispensable dans Paris pour bénéficier d'une place agréable, où que l'on soit dans la ville. Une petite femme a ensuite fait commander un jambon beurre, et ensuite rejoint le cours de scénario, point trop en retard cette fois-ci. J'en ai parlé à maman ce matin. Je lui ai dit que j'éprouve les mêmes impressions que lorsque je suivais un cours d'improvisation théâtrale. J'y avais été entraînée par deux amis d'écriture. Les participants discutaient ensemble pendant la durée de la séance sur les différents personnages que nous étions censés incarner. Le but était de se laisser aller à faire vivre l'un de ces personnages à l'aide de son expression personnelle. Je trouve que les deux démarches, l'improvisation et les exercices de scénario, sont assez proches. Nous n'étions que 4 participants hier, au lieu des 12 ou 13 inscrits en septembre dernier. Chacun posait des questions à son partenaire pour l'aider à préciser les particularités des différents protagonistes. On peut considérer que l'échange est toujours intéressant. Il m'a semblé, pour ma part, relativement gratuit. Nous utilisons des techniques qui sont supposées favoriser une création collective, mais le résultat m'apparaît singulièrement mince. Ce genre de méthode est-elle réellement concluante? Sans doute, dans certaines conditions. Mais l'expérience d'hier ne m'a pas vraiment convaincue. J'ai le sentiment de jouer le rôle de la mémé, raide et peu ouverte. À l'aller dans le métro, je m'étais amusée, pour passer le temps, à corriger le texte de Pete. Nous avions eu ensuite quelques échanges ensemble quand j'étais au Café des Trois Obus. J'ai bien eu confirmation de la triste période qu'il traverse en ce moment. Il vient de finir le 2e volume de son roman sur ses années de jeunesse. Peut-être est-ce la cause de son abattement. Il avait l'intention, il y a quelques jours, d'entamer sans attendre le 3e tome, mais il ne le commence pas. Il est très affecté. Au retour, je lisais Cranford de Elisabeth Gasquet. J'ai retrouvé Roland. Il n'avait pas envie de parler, mais je préfère son silence en ce moment, qui est amplement favorisé le soir par sa sobriété en matière d'apéritif. Ce sont de modestes efforts, mais qui, pour sa santé, ne sont sans doute pas négligeables. Il ne parlait pas, et n'était en conséquence pas davantage disposé à m'écouter. Je lui dis cependant quelques mots sur ma journée, et, afin que nous entreprenions, malgré tout, un voyage ensemble, je lui proposais un périple du côté de la télévision. Nous avons commencé sans surprise avec Hitchcock présente. Nous avons vu une partie d'épisodes dans le but d'éveiller notre curiosité cinématographique. L'intérêt de l'intrigue présentée par le grand monsieur Hitchcock n'était pas vraiment au rendez-vous. Au bout de 10 minutes, je me suis sentie en forme pour choisir un film. J'essaie de me tenir un peu au courant des sorties récentes. Je t'ai parlé de L'Avenir de Mia Hansen-Løve, une réalisatrice française dont les parents sont d'origine danoise. Et samedi soir, nous avons vu Les Chevaliers Blancs de Joachim Lafosse, qui s'est inspiré de l'affaire de l'Arche de Zoé. Note: Les Chevaliers Blancs, sorti en 2015, présente le parcours des membres d'une ONG rapatriant des enfants africains depuis leur arrivée au Tchad jusqu'à leur arrestation. Reprise: je t'ai parlé de l'avenir et samedi soir nous avons vu Les Chevaliers Blancs. Nous avons apprécié ces 2 films. Pour ma part, ils m'ont enthousiasmée. Nous voilà donc repartis hier soir pour une nouvelle tentative, un autre film, récent une fois de plus, d'un certain Vincent Garante, un adepte d'après Internet des adaptations de faits divers. Le film s'intitulait Au nom de ma fille. Note: Au nom de ma fille est un film franco-allemand sorti en 2016 et inspiré de l'affaire Dieter Krombach. Ce médecin allemand avait été soupçonné d'avoir violé et assassiné Kalinka, sa belle-fille âgée de 14 ans. Le père de Kalinka s'est battu pour que justice soit faite. Reprise: Daniel Auteuil y jouait le rôle principal.
L'histoire telle qu'elle était présentée nous a semblé dépourvue d'inspiration. Nous n'avons pas insisté longtemps. J'ai consulté, comme à mon habitude, les critiques négatives, je les ai trouvées fondées, et je suis assez fière, Gabriel.